Il y a un an, la France perdait l'une de ses plus grandes stars jamais connues. C'était le 5 décembre 2017. L'hommage national est très populaire, avait été sans précédent. Et depuis un an, il ne s'est quasiment pas passé une semaine sans que le nom de Johnny Hallyday n'occupe l'espace médiatique, essentiellement en raison de la bataille judiciaire féroce qui oppose sa veuve Laetitia aux enfants aînés du chanteur David et Laura. Chaque épisode continue de passionner les médias, mais musicalement, le rocker continue sa légende. Son album posthume Mon pays c'est l'amour est double disque de diamant en 4 semaines. Alors comment l'expliquer? La magie de Johnny opère-t-elle vraiment toujours? Où en est cette guerre féroce entre les clans pour l'héritage? Et d'ailleurs, sur Twitter, on vous a demandé si vous pensiez que Johnny allait manquer à la chanson française, s'il vous manquait déjà aujourd'hui. Vous êtes 70% à répondre non et 30% à répondre oui. Alors, pour se remettre dans l'ambiance, en début de cette émission, je propose qu'on regarde ces images des fans le jour de la sortie de l'album posthume de Johnny. Ça s'appelle Mon pays, c'est l'amour. Regardez. 3, 2, 1, C'est un moment que vous attendez depuis longtemps, madame, là? Ah ouais. Bonjour Olivier Nuc. Bonjour Ariane. Vous êtes le journaliste musique au Figaro. Merci d'être avec nous. Alors on vient de le voir, euphorie, émotion des fans évidemment le jour de cette sortie très attendue de l'album posthume de Johnny Hallyday. Il est déjà double disque de diamant. C'est la plus haute récompense attribuée à un artiste, je crois. La barre symbolique du million d'exemplaires a été franchie. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel carton? Est-ce que vous êtes surpris? Non, je ne suis pas tellement étonné parce que on avait constaté l'émotion immense à la disparition de Johnny. On savait qu'il y avait un disque en préparation. Et les derniers albums avaient déjà très bien marché. Et là, on pouvait quand même s'imaginer que les fans allaient être présents malgré tout ce qui avait été dit. Moi, je n'ai jamais cru que les fans allaient vouloir sanctionner une partie ou l'autre de la famille en n'achetant pas le disque, par exemple. Est-ce que c'est pas inédit quand même ce chiffre et ça va continuer à augmenter puisqu'on est en période de Noël qui approche. Probablement que les chiffres vont encore gonfler. On a déjà vu souvent ça pour un album posthume, Olivier? L'album de Brel, le dernier Brel, mais qui n'était pas posthume parce qu'il était encore en vie, avait bénéficié d'une mise en place d'1 million. C'était en 77. Après, les chiffres, effectivement, le million de ventes, c'était des chiffres courants dans les années 90. Aujourd'hui, et depuis 15 ans, depuis que les ventes se sont effondrées, ce sont des chiffres qui n'existent pas, qui n'existent plus. Donc, mais on est avec Johnny, donc forcément, on est en dehors des normes. Toute la carrière de cet homme a été bâtie là-dessus et post-mortem, ça semble continuer. Donc la ferveur est intacte, a priori. En tout cas, cette première année, c'est le cas. Et peut-être que c'est aussi une stratégie marketing parfaitement orchestrée. Cet album est resté extrêmement discret. Tout est resté très secret jusqu'à la dernière minute. De quelle façon ça s'est organisé, tout ça? Racontez-nous un petit peu les coulisses de la fabrication de cet album. Le disque a été amorcé de son vivant, sans imaginer, bien sûr, ni de la part de la maison de disques, ni de la part de l'artiste lui-même, que ça allait être un disque posthume. Johnny était dans un cycle de production et dans un cycle, une régularité depuis plusieurs années. Donc il a entamé le travail avec l'équipe qui avait déjà été responsable de l'album précédent. Yodelis, Bertrand Lamblot de chez Warner à la direction artistique, des paroliers qui sont sensiblement les mêmes. Et tout ça s'est étalé sur plusieurs mois avec des playbacks à Los Angeles, ce qui était tout à fait courant. Les playbacks, ce sont donc les prises instrumentales où Johnny n'avait pas besoin d'être présent physiquement puisque les musiciens enregistrent selon les tonalités qui avaient été laissées, mais enregistrent les accompagnements. Tout ça s'est déroulé de la manière la plus classique possible jusqu'à la fin finalement où le processus s'est accéléré étant donné la dégradation de l'état de santé du chanteur qui ne pouvait plus les derniers jours physiquement assurer les prises de chant. C'est pour ça que le disque est finalement assez court, mais il n'y a jamais eu non plus beaucoup d'inédits. Johnny n'a jamais enregistré 15 chansons pour en sortir 10. C'était 10 chansons pour sortir les 10 chansons. Alors justement, on va en écouter quelques extraits de cet album. Ça s'appelle donc Mon pays, c'est l'amour. On continue à en parler après. Donne-moi
Si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table. Olivier, qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez entendu, cet album? Est-ce que vous êtes dit il est à la hauteur des autres? Est-ce qu'il est à la hauteur d'un dernier album de Johnny? Qu'est-ce que vous êtes dit spontanément quand vous l'avez entendu? Ce que je me suis dit, c'est qu'il est effectivement dans la lignée des 2-3 précédents qui avaient considérablement redressé le profil. Moi, j'ai commencé à écrire sur la musique ici à une époque où Johnny sortait des disques absolument épouvantables, Ouais. il y a 10 ans. Et justement, sous l'impulsion d'un nouvel entourage, il s'était repris, ressaisi. Et je me suis dit, ce disque est la poursuite logique des 2 précédents. Je trouvais le démarrage très fort, très réussi. Je trouve que la deuxième partie de l'album pâtit d'un manque de temps clair. Il y a des textes, certains textes ne sont pas du tout à la hauteur, auraient mérité d'être réécrits ou peaufinés. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Je trouve que la deuxième partie a tendance à sombrer dans des facilités et moins encadrée que la première. Vous distinguez vraiment 2 parties distinctes dans l'album. Oui, je trouve qu'on reprend des relents un peu grande variété dans certains morceaux de la fin. Alors que le parti pris rock'n'roll un peu sec du début lui allait bien. C'était très Johnny, ça. Oui. Est-ce que justement, il a une implication particulière dans cet album? Est-ce qu'on peut sentir ça en l'écoutant ou en sachant, en ayant des informations que vous avez largement plus que le commun des mortels? Moi, Est-ce qu'au niveau de l'écriture, au niveau de la composition, etc., il a été particulièrement vigilant par rapport aux autres albums? C'était plus, son dernier, il le savait. Pas plus, j'ai l'impression qu'il faisait confiance à son équipe. Effectivement, il y a Bertrand Lamblot, comme je le disais, son directeur artistique, qui lui ramassait la copie à la fois des compositeurs et des auteurs, qui faisait un premier tri, qui faisait écouter à Johnny et qui m'a raconté, ça allait assez vite. Il disait celle-là oui, celle-là non. C'est pas quelqu'un qui s'apesantissait sur les décisions, qui allait passer 1 heure à considérer chaque chanson. Il la sentait ou pas. Et il demandait des aménagements s'il trouvait que des morceaux de la chanson n'allaient pas ou certains mots qui devaient changer. Mais je ne pense pas qu'il ait lui-même abordé tout au long de la conception de ce disque de manière dramatique et comme s'il fallait laisser un testament ou quoi que ce soit. Justement, non. Il ne l'a pas vécu comme ça, selon vous? Je n'ai pas ce sentiment. Il savait quand même que c'était le dernier, probablement. Oui, mais je pense qu'il parlait de partir en tournée. Je pense que voilà, les artistes, c'est quand même une... J'en parlerai au diable, pardonne-moi. On est quand même sur des dernières volontés, mais des dernières paroles quand même. Oui, mais ces textes-là, ces thèmes-là, ils les avaient déjà abordés. C'était le tournant, justement, intelligent, à mon avis. C'était qu'il parlait du point de vue d'un monsieur d'un certain âge depuis quelques disques. Et ça avait été amorcé avec 20 ans, la chanson de Miossec, avec d'autres... Donc c'était le prolongement. Moi, je n'entends pas de dimension testamentaire particulière. Et peut-être que c'est pour ça que ça marche aussi. Oui, c'est fidèle au Johnny que les Français ont toujours connu. C'est pas du tout un disque sinistre ou crépusculaire. À qui on peut comparer, pour terminer, Olivier, rapidement, en quelques mots, Johnny en France, en termes de vente d'albums, de longévité exceptionnelle dans la musique? Est-ce qu'il va manquer à ce niveau-là parce qu'il n'a pas d'équivalent il est absolument incomparable dans le sens où il était une anomalie totale quand on regarde bien. Et donc, effectivement, il n'a pas vraiment fait école, il n'y a pas vraiment d'héritier, personne. Et beaucoup de gens se réclament de lui. Sa mission, ça a été, dans un premier temps, de faire connaître la musique américaine, le rock'n'roll au public français. Mais c'est une mission qui devait durer quelques années, finalement. Et le reste de la carrière s'est construite sur d'autres postulats. Mais est-ce qu'il va manquer ? C'est toujours difficile de considérer. Il laisse quand même un... Il a apporté quelque chose à la musique, quand même, qu'on peut commencer à mesurer aujourd'hui, 1 an après sa disparition seulement. Oui, son impact il a laissé, est mesurable. Il a laissé, je dirais, une figure mais très vivante. Et je pense que ça va malheureusement mal se traduire post-mortem, puisqu'il y avait une dimension spectacle, vivant, etc. Je pense que les disques en eux-mêmes ne représentent pas, sont loin de représenter l'impact qu'il a eu. À mon avis, c'était un ensemble, c'était une globalité. Le vrai Johnny s'incarnait, à mon avis, davantage sur scène que sur les disques. Il y a certains disques qu'il a enregistrés, il le disait lui-même, qu'il a enregistrés parce qu'il devait les enregistrer, auxquels il n'a pas tenu. Il y a des chansons qu'il n'a jamais chantées à nouveau.
Je pense que ce sera plus difficile dans quelques années d'écouter sa musique, plus on va s'éloigner de l'image des concerts qui restent. Et justement, est-ce que vous trouvez que son image, par exemple, est ébranlée également par l'affaire de son héritage qui donne une vraie pesanteur sur ce sujet depuis un an? Oui. Est-ce que ça nuit à l'image de l'artiste? Oui, moi je trouve que ça endommage beaucoup, bien sûr, bien sûr. Ça endommage beaucoup parce que... On va en parler plus en détail avec Léna, mais en tant que, déjà au niveau de la musique, au niveau de l'artiste... Oui, parce que les artistes sont quand même censés incarner une évasion, pas évasion fiscale, hein, je ne fais pas de jeu de mots, mais une évasion du quotidien et des problématiques, et d'être ramené à ça, je trouve que ça noircit toujours le propos. Alors justement, je vous propose qu'on écoute les propos de Laetitia pour décrire cette année de guerre de clans. C'était au JT de TF1, c'était le 19 octobre dernier. C'est compliqué parce que y a beaucoup de choses qui sont orchestrées. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de mépris, d'humiliation, des choses, des mensonges qui nous font mal. C'est difficile à entendre, c'est difficile de subir ça. On aurait pu se parler autour d'une table et avec beaucoup d'empathie, de compassion et de tolérance. On est une famille qui s'est construite dans la différence. Avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos failles et les égos des uns des autres, mais on s'est construit aussi dans l'amour et le respect de l'autre. Bonjour Léna Luto. Bonjour. Alors vous êtes grand reporter au service culture du Figaro, vous venez de publier ce livre. Ils se sont tant aimés chez Albin Michel. C'est une enquête extrêmement fouillée sur les dessous de cette terrible guerre des clans qui oppose la famille Hallyday depuis un an. Alors selon vous, les ramifications vont beaucoup plus loin qu'on l'imagine. C'est bien plus qu'une simple guerre d'héritage finalement qui se joue. De quelle manière? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en quelques mots, Léna? C'est pas simplement, bon, évidemment, tout tourne autour de l'argent, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le droit moral qui va porter le flambeau de la carrière posthume de Johnny Hallyday. David, son fils aîné, pensait que c'était à lui que ça reviendrait. Il dit que son père lui avait dit. Et puis, il est tombé de très très haut quand il a découvert que, d'une part, il était déshérité, mais il était complètement déshérité, y compris à ce niveau-là. Donc ça va très très loin. En fait, c'est la première fois qu'en France, vous avez un immense artiste qui décède et qui laisse derrière lui des héritiers qui sont tous célèbres. Entre Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Jade, Joy, Laetitia, David et Laura. Les enfants, on les a tous vus grandir à la une de Paris Match. Donc c'est très particulier. Avec cette enquête sur les dessous de cette bataille, quelles sont les réalités? Au-delà de ces révélations, en effet, vous venez de le dire un petit peu sur David, qu'est-ce qui vous a foncièrement le plus frappé? Vous avez fouillé de façon extrêmement précise tous les éléments. C'est passionnant, il y a des détails absolument croustillants. Vous êtes très minutieuse dans votre enquête, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le vrai du faux pour démêler un petit peu les différentes accusations? J'ai passé beaucoup de temps à essayer de soulever les mystères, les secrets des uns des autres. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est que David et Laura ont été beaucoup attaqués dans la presse People, à des moments où justement en coulisses il y avait des périodes de tension avec leur belle-mère. Donc c'est comme ça que je savais que rien n'allait plus. Et en fait, Laura, il n'y avait pas grand-chose à découvrir parce qu'elle a parlé elle-même de tous ses problèmes de drogue et compagnie. David, on m'a raconté, les communicants de Laetitia m'ont raconté énormément de choses sur David que j'ai été vérifier une par une. Ça m'a pris des semaines. Et en fait, c'était toujours faux. Et donc plus difficile pour David? C'était plus difficile d'avoir des explications sur David précises? Non, de retrouver les documents. Ce qu'on me racontait. Non, pas du tout. Mais ce qu'on me racontait sur David était à 99% faux. Et donc, j'ai passé énormément de temps à démêler ça. Et en fait, les vrais mystères, ils étaient entièrement du côté de Laetitia. De Laetitia, qui se révèle être... Mais alors, vous abordez le sujet avec subtilité. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Comment garder une véritable objectivité dans cette enquête entre les clans qui vraiment se déchirent? Vous avez essayé de garder une vraie neutralité dans cette approche. Il faut être absolument objectif parce que sinon, plus personne vous écoute. Donc là, pour le livre, j'étais très contente parce que j'ai reçu des mots très gentils des communicants de Laetitia, des avocats et des gens qui la connaissent bien et qui me disent justement, c'est très objectif. Alors justement, comment est-ce que vous faites pour ne résister un peu aux pressions? Vous recevez des mots très gentils des avocats, mais comment on reste complètement libre dans cette approche si vous recevez des traitements un petit peu particuliers
La de la seule part chose des deux qui parties. compte, Oui. la seule chose qui compte, c'est de se baser sur les documents. Parce que sur les plateaux télé, les avocats, les uns les autres, ils peuvent raconter absolument n'importe quoi. Moi, j'ai quand même assisté à des scènes où vous aviez quelque chose qui était dit le matin devant le juge, et à 15h sur un plateau télé, vous aviez la même personne qui vous disait exactement le contraire. Donc moi, j'ai halluciné, parce que je trouvais ça particulier. Donc en fait, l'essentiel de mon temps, ça a été de récupérer les documents. Et quand vous voyez les documents, que vous voyez qui a signé quoi, là, vous avez vraiment des surprises, et ça, c'est la vérité. Et c'est la seule qui compte. Quand Laetitia, qu'on vient d'entendre, évoque une famille qui s'est construite dans la différence, mais dans l'amour aussi, qui aurait pu se parler tous autour d'une table avec sympathie et compassion. C'est un scénario qui aurait pu être envisageable, selon vous. Ça aurait pu se passer autrement. En tout cas, à quel moment ça a dérapé à ce point, à l'état où on en est aujourd'hui, en tout cas. Là, elle fait une déclaration un peu bisounours, un peu gnangnan, parce que ça fait des années que ça ne va plus. Et si vous voulez, j'aime bien cette image de deux trains qui foncent à toute vitesse et qui, à la fin, ne peuvent que s'entrechoquer. Donc en fait, on va dire qu'elle a toujours eu des soucis avec Laura, et d'ailleurs de la faute de l'une comme de l'autre. C'est ce qui apparaît très clairement dans votre livre. Voilà, elles n'ont que 8 ans, 8 ans de différence. Laetitia s'est mariée très très jeune, elle a dû gérer une petite fille qui crevait d'envie de voir son papa. Et de l'autre côté, vous aviez Laura qui vraiment voulait passer plus de temps avec son papa. Et donc cet antagonisme, il est tout de suite. Et je dirais qu'elles sont à peu près aussi pestouilles l'une que l'autre à la fin. Et puis après, ça s'est considérablement dégradé en 2009 quand Johnny a failli mourir à Los Angeles, où là, Johnny est devenu dépendant affectivement de Laetitia. Et Laetitia qui s'est aperçue qu'ils avaient quasiment plus d'argent parce qu'ils avaient perdu le contrat Optimi 2000, parce que le dernier disque de Mathieu Chédid avait mal marché, la tournée Tour 66 n'avait pas bien marché, et elle a tout repris en main, et heureusement quelque part, et elle a changé tout l'entourage. Et là, c'est devenu vraiment difficile pour Laura et David. Alors, quelle est la responsabilité de Johnny dans cette affaire, Léna ? Cette guerre qui est aujourd'hui totale, ce sont vos termes que vous employez. Il y a cette remarque que vous donnez en milieu du livre à peu près. C'était un manipulateur aussi. Ça n'est pas vous qui le dites, bien sûr, c'est Jacques Verica, qui est donc l'avocat historique de Johnny. C'était un manipulateur aussi. Il savait tirer les ficelles. Il envoyait toujours des messages. Des messagers annonçaient les nouvelles très rudes. Lui restait en dehors. Donc il y a une part de responsabilité de Johnny, un peu après moi, le déluge. Oui, et je me demande très franchement s'il a compris ce qu'il signait. Parce que le raisonnement de dire David et Laura étaient à l'abri, ils étaient grands, ça je l'entends. Simplement, il a aussi des hérités, Jade et Joy, qui sont toutes petites et qui ont besoin d'accompagnement tout au long de leur vie. Donc là, le raisonnement de Johnny, si vous voulez, ou celui qu'avancent les communicants de Laetitia, il ne fonctionne plus. Donc je me demande s'il a vraiment compris. Vous savez, quand vous lisez les papiers des trusts, c'est des dizaines et des dizaines de pages en anglais, c'est très technique. Moi-même, j'ai dû les faire lire à 5 cabinets d'avocats différents pour avoir une bonne analyse, et en fait, tout le monde avait la même. Et donc, je me dis que si on ne lui a pas bien expliqué, peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il signait. Est-ce que vous pensez aussi, on vient d'en parler un tout petit peu avec Olivier Nuc, que cette histoire d'héritage qui plombe un petit peu l'image de Johnny aujourd'hui, aura des conséquences pour la suite. Quand on se remémore, il y a un an pile, on est le 4 décembre, c'était le 5 décembre 2017, les images incroyables de ces obsèques et le sentiment partagé par tous que c'était un petit peu irréel cette ambiance. Comment on a pu en arriver là aujourd'hui ? Est-ce que, à quel point est-ce que l'image finalement de cet artiste va être profondément ébranlée ? Alors, auprès des fans, l'image de Johnny, elle n'est absolument pas ébranlée parce que les fans sont inconsolables et pour eux, Johnny, c'est leur dieu. Et quand ils vont à l'église de la Madeleine, qui est leur seul vrai grand lieu de pèlerinage, toutes les semaines, tous les dimanches, une fois par mois. Tous les 9, du mois. Voilà, tous les 9 du mois. Eux, le curé, si vous voulez, le père Bruno Oreste, il est obligé de leur dire non, c'est pas un dieu, c'est celui qui amène la lumière vers Dieu. Donc les fans, eux, l'image de Johnny, elle n'a pas du tout bougé. Elle est intouchable. C'est plutôt pour le reste des Français. Et je pense qu'il faudrait que ça s'arrête parce qu'on a des rebondissements quasiment chaque semaine. On a des révélations chaque semaine et qui ne vont jamais dans le bon sens. Donc, par exemple, la semaine dernière au tribunal, on a découvert que Laetitia avait quand même suffisamment d'argent pour acheter les parts de Johnny dans leur maison de Santa Monica. On parle
parle de 800 000 $. Et là, vous avez des Français qui sont furieux, notamment des gilets jaunes, qui disent, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas cet argent pour payer ses impôts et les redressements qu'il y a en France ? Concernant ce fameux album posthume dont on parlait il y a quelques instants, Léna, est-ce que ce n'est pas de l'huile supplémentaire sur le feu, cette histoire ? Comment, à ce timing-là précis où il sort, est-ce que ce n'est pas un obstacle supplémentaire dans cette guerre des clans qui n'est pas tout à fait terminée? On parlera des échéances après. Ouais. La guerre, elle est devenue, quand l'album de Johnny est sorti, la guerre, elle est devenue artistique. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez Sylvie et vous avez David, qui sont des grands artistes. Donc il y a eu la polémique sur le clip où on voyait un sosie de Laetitia, et y compris un sosie de leur fille aînée qui traversait le clip. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, on ne parle plus du tout de ce clip, d'ailleurs. Et puis vous avez Sylvie Vartan qui a sorti un album de reprise de Johnny, qui sur scène, elle est en tournée en France et en Belgique, rend un hommage à la fin à Johnny. Et puis surtout, vous avez David qui, le 7 décembre, sort un album et qui vient de sortir, on en a parlé en Info Figaro, d'une chanson qui s'appelle Éternelle et qui s'adresse directement à Laetitia avec des termes très durs. Donc c'est ça, la sortie de tous ces albums et tous ces événements d'artistes, finalement, en ce moment, alimente encore plus cette guerre, symbolise parfaitement cette guerre totale et l'acharnement des clans de Oui, chaque parce côté. que Sylvie et David, ils ne se sont jamais prononcés sur le judiciaire depuis le début, tout simplement parce qu'ils laissent les juges faire leur travail. Vous ne les avez jamais vus arpenter les plateaux de télé, etc. Leur réponse à eux, elle est artistique. Concrètement, on en est où dans la bataille judiciaire, Léna ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, ou est-ce qu'il y a toujours une surprise incroyable sur les échéances ? Non, alors pour l'instant, le calendrier au jour où on se parle, le 18 décembre, le juge au tribunal de Paris va rendre son avis sur la demande de gel des royalties formulée par Laura et David. Les royalties, c'est le trésor de guerre de Johnny. Pour le dernier album, c'est 2,5 millions d'euros pour Laetitia, moins l'avance de 1,5 million d'euros qu'elle a touché quelques jours avant qu'il meure. Mais les royalties, c'est le plus important. Les royalties, c'est ce que touche l'interprète et c'est versé par les maisons de disques. Donc en faisant ça, les avocats de Laura et David, ils veulent assécher le flux de liquidités qui va aux États-Unis chez Laetitia. En fait, ils veulent la forcer à se mettre autour de la table pour négocier. Ensuite, vous avez à Los Angeles, le 22 janvier, vous avez la suite de la demande de Laetitia qui demande au juge californien de transférer les 17 derniers biens de Johnny qui ne sont pas dans les trusts, donc dans les espèces de coffres-forts. Donc là, ça échappera totalement au fisc français comme à Laura et David. Et ensuite, vous avez le dossier sur le fond. Est-ce que Johnny avait le droit ou pas de déshériter ses enfants en utilisant la loi californienne ? Et ça sera le 22 mars au tribunal à Nanterre. Et donc, vous suivrez attentivement ces épisodes croustillants pour la suite des aventures de cette saga autour de l'héritage de Johnny. Alors, nos journalistes Lorraine Triard et Stéphane Fotzer, je vous propose qu'on écoute cette rencontre incongrue avec un des sosies vocales de Johnny Hallyday. Alors, donc on change. On va plutôt écouter les réactions des Français que Lorraine et Stéphane ont rencontrés dans les rues de Paris. Ils ont recueilli leurs impressions 1 an après la disparition de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il leur manque aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours présent dans leurs esprits ? On écoute. Déjà, je ne me rendais pas compte que c'était il y a 1 an. Je l'ai su la semaine dernière et ça m'a beaucoup touché. Et oui. Et toi, il te manque ? Non, moi, il ne me manque pas plus que ça. J'étais pas une grande fan, malheureusement. Il nous manque beaucoup, c'est quelqu'un de grande personnalité. Me manquer, personnellement, non. C'était pas mon idole à moi, mais à mon père. Moi, Johnny ne me manque pas du tout. Ça ne fait pas partie de mes artistes préférés. Oui, plus ou moins. Bon, après, moi, je n'étais pas spécialement fan, donc me manquer, non, pas spécialement, mais bon, ça fait toujours un petit quelque chose, quoi. Pas spécialement. Par contre, mon cousin, lui, il a une pièce entière... il vit avec ça. Lui, il a des copains qui sont déguisés en Johnny Hallyday, voilà. Bonjour Didier Varro. Bonjour. Voilà, donc le témoignage de quelques Français recueillis dans la rue. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur-animateur à France Inter et vous êtes l'un des auteurs de ce documentaire qui s'appelle Johnny Made in France, qui a été diffusé sur France 3 le 9 novembre dernier. Qu'est-ce qu'il reste de Johnny dans le cœur des Français aujourd'hui ? Le lien entre Johnny et ces Français. À part les fans, est-ce qu'aujourd'hui, Johnny est toujours présent dans le cœur d'une façon générale
chez les Français? C'est difficile à dire parce que, comme le disait Olivier Nuc, c'est une anomalie dans l'histoire de la chanson française et je dirais même dans l'histoire tout court de notre pays, hein, Johnny Hallyday. Je pense qu'il manquera définitivement à ses fans puisqu'il y a un lien absolument indéfectible et qui est absolument hallucinant à décrypter. Hein. C'est un lien très mystérieux, ce lien qui lie cet artiste à son public. Après, sur le peuple de France, c'est un peu différent. C'est vrai que Johnny, il a accompagné l'histoire de France dans ses évolutions. Donc effectivement, pour toute cette génération des baby-boomers, tous ceux qui sont nés aux alentours des années 60 et qui ont vécu leur adolescence dans les années 60 et 70, Johnny Hallyday restera quelque chose d'extrêmement important. Je dirais presque une borne comme ça, à la fois émotionnelle et aussi parfois sociétale sur ce qu'il a pu incarner. Il a accompagné l'évolution de la France. Mais pour les autres, c'est vrai que ça reste un interprète qui a fait des tubes, des bonnes chansons et puis des moins bonnes chansons, et qui était quand même présent à la télévision et sur la presse tout le temps. Donc voilà, il fait partie du paysage français. Mais ça va être difficile de faire perdurer cette image-là au-delà de l'affaire judiciaire qui concerne l'héritage. Alors, on entend dans votre film une révolution musicale qui a transformé la société de manière irréversible. Donc, c'est l'histoire du rock'n'roll. Hein. C'est pas que l'histoire de Johnny Hallyday, c'est l'histoire du rock'n'roll. Le rock'n'roll qui a effectivement fait en sorte que, par exemple, une chose essentielle est arrivée dans les sociétés occidentales. L'adolescence a soudain existé. Dans les années 50, dans les années 40 ou avant, l'adolescence n'existait pas. À partir du moment où James Dean arrive et Elvis Presley aux États-Unis, ce concept même de l'adolescence va faire en sorte que toute la société va changer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut des vecteurs humains pour incarner cette mutation sociologique et politique. Et en France, ce sera Johnny Hallyday. Alors justement, cet aspect du français le plus américain, finalement, c'est un des aspects intéressants de votre documentaire que vous explorez. C'est une forme de paradoxe assez subtil finalement. Johnny Hallyday qui était très inspiré par Elvis Presley et qui a décidé de ramener ça en France, de le faire vivre avec une énergie incroyable. Il était américain dans sa tête, il était dans son rêve, il nous le ramenait en France. C'est ce qu'on entend dans votre documentaire. C'était ça, la grande force de Johnny aussi, c'était d'incorporer des références américaines finalement pour se construire un personnage ultra français. Oui, et puis on est en France, ce qui est très intéressant. On est obligé de revenir à la société de l'après-guerre, où pour toute une génération, l'Amérique c'est quoi? L'Amérique c'est la puissance libératrice. Et puis tout d'un coup, pour la génération qui suit, qui arrive, qui a donc 14-15 ans à la fin des années 50, l'Amérique c'est pas forcément le grand libérateur, c'est celui qui exporte le rock'n'roll, le Coca-Cola, une certaine fureur de vivre, l'émancipation sexuelle aussi. Et donc là, on passe finalement d'une France qui était en noir et blanc, corsetée, qui vivait encore sur ce schéma de la guerre, à une génération qui dit on ne veut plus entendre parler de la guerre, on veut oublier ça, et qui va faire passer progressivement la France et l'Europe entière d'ailleurs, du noir et blanc à la couleur. C'est aussi ça, hein, symboliquement, de façon assez métaphorique, ce qu'incarne Johnny Hallyday dans cette France. Et en même temps, vous le savez, nous sommes dans un pays qui est très complexe, très contradictoire. C'est peut-être ce pays aussi qui a le rapport le plus compliqué et le plus contradictoire avec l'Amérique. Donc voilà, c'est aussi ça qu'incarne Johnny. Hein. C'est aussi le miroir des passions françaises et le miroir de toutes nos propres contradictions et de cette relation avec l'Amérique qui a été aussi incarnée par le général de Gaulle de façon aussi extrêmement contradictoire. Je vous propose de découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, donc l'un des nombreux sosies vocales de Johnny. Celui-là, je ne le connais pas, puis je ne les connais pas. Hein, c'est vrai, il y en a énormément. Il y en a énormément. Celui-ci, en tout cas, il s'appelle Jean-Baptiste Guégan, et c'est Lorraine Triard et Stéphane Fotzer qui ont pu le rencontrer pour Figaro Live. Écoutez. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie. On a tous perdu un petit peu quelque part quelque chose de nous quand Johnny a disparu, donc forcément c'est quelque chose de très douloureux pour les fans. Voilà, ils viennent me voir. Alors il y en a, ils expriment en pleurant parce que ça leur a beaucoup d'émotions. Et il y en a, bon bah c'est plutôt de la joie. Et il y en a même qui n'aimaient pas Johnny Hallyday et qui viennent me voir. Et les fans ont toujours vécu Johnny Hallyday. Ils ont suivi Johnny Hallyday.
ils vivent Johnny Hallyday. Donc voilà, c'est ça qui, je pense, ils ont besoin de retrouver. La dernière fois, on m'a demandé une des dernières des chansons, je crois que c'était « J'en parlerai au diable ». Écoutez, je peux pas faire toutes les chansons de Johnny parce qu'il y en a plus de 1200, 1300 je crois. Moi, ma préférée personnellement, c'est l'envie. On me donne l'envie d'avoir envie. Et ben moi, je suis un peu pareil aussi, parce que on a une vie assez similaire tous les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous lie tous les deux, Johnny et moi, là-dessus. Je suis pas le premier, mais je suis un fan parmi tant d'autres, et surtout un fan qui respecte l'artiste. Voilà, donc l'un des nombreux sosies. Vous le connaissiez celui-là, par exemple Non. Les uns les autres? Non. Pas encore. Pourtant, alors il est en tournée jusqu'en avril, les salles sont remplies. Quelle était en fait cette magie de Johnny Hallyday pour faire que les foules se déplacent encore chez des sosies que personne ne connaît plus que ça pourtant? Ça marche encore, la magie de Johnny, ça marche encore, à ce point. De toute façon, les sosies en région, dans les petites salles, ou pour les bar mitzvahs, ou tout ça, ça cartonne. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, il y a les sosies de Claude François, il y a les sosies de Jodassin, et ça marche très très bien. Les sosies, c'est même pas la star elle-même, c'est les sosies. Voilà, c'est intéressant de découvrir cet aspect. On a tous perdu quelque chose de nous, dit-il ce sosie. 1 an après sa mort, Johnny Hallyday parvient à rester vivant dans le cœur des femmes. Comment ça s'exprime de façon concrète aujourd'hui? Je dirais vous que pour les vous fans, trouvez que c'est déjà, révélateur donc, de l'ensemble déjà, pour les fans, c'est ce rendez-vous avec ce dernier album, Mon pays, c'est l'amour. Si on parle des fans, au moins, il y a un rendez-vous qui n'est pas manqué. Parce qu'on a tendance aussi à réécrire l'histoire. Johnny Hallyday n'a pas été un vendeur de disques extraordinaire dans l'histoire de la musique en France. Certes, au cumul, ça fait à peu près 100 millions, je crois, mais il y a eu des périodes assez compliquées. Dans les années 60, il vend beaucoup de disques au début des années 60. Fin des années 60, c'est une catastrophe. Début des années 70, c'est compliqué. Milieu des années 70, il revient à la variété populaire et là, il revend énormément beaucoup de disques, beaucoup de 45 tours, moins d'albums. Donc, à chaque fois, il sait revenir quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui à la fois remet son titre en jeu, et Olivier l'expliquait très bien tout à l'heure. Je pense que Johnny Hallyday essayait de percer le mystère de Johnny Hallyday en se cantonnant à sa discographie. On risque tous de se planter. Effectivement, ce qui fait la singularité et l'extraordinaire destin de cet homme, c'est qu'il a remis son titre en jeu sur scène et qu'il a inventé d'une certaine manière, là, il est à peu près le seul, cette façon de faire de la scène avec cette école ou cet héritage de l'entertainment à l'américaine. Voilà, ça a été le premier chanteur de stade, c'était le premier chanteur à nous faire comprendre qu'on pouvait utiliser la magie et la démesure dans un show. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a écrit son histoire, de mon point de vue, sur scène, et a donné rendez-vous d'abord à son public et à la France de façon plus large, parce que dans le public du Stade de France, dans le public qui était au Palais des Sports, au Zénith ou au Champ de Mars, il n'y avait pas que des gens qui avaient acheté des disques de Johnny Hallyday. Ça, c'est extrêmement important. C'est un rendez-vous avec un moment personnel qu'on a avec sa compagne, son compagnon, avec des moments aussi d'histoire politique, sociale, que Johnny a accompagné, je crois. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier? Oui, complètement. Je dirais que c'était presque un rite initiatique d'un Français, tout comme on visite la Tour Eiffel, on va voir Johnny en concert. C'était un incontournable, c'était un moment où plein de choses s'éclairaient. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était le premier Stade de France. C'est vrai que la discographie, ça m'échappait un petit peu. La dimension du personnage échappe, comme disait si bien Didier, alors que ça s'incarne complètement sur scène, le répertoire, l'histoire, le lien avec le public. Tout un tas de choses s'éclairaient et s'illustraient là. Je pense qu'il était fait pour ça, d'abord et avant tout. Je pense que lui, s'il s'était écouté, il aurait enregistré 2 fois moins d'albums. Je pense que le plaisir, il était dans monter sur scène. J'ai eu la chance, moi, de le voir, de l'interroger une fois pendant les préparatifs d'un show. C'était un animal en cage qui attendait qu'une chose, c'était de rugir en public, alors que l'enregistrement d'un album, finalement, il n'en parlait pas très bien de ses albums. C'était presque pas son affaire. Un homme très timide, ça vous le dites un petit peu, Léna, dans votre exploration un peu du personnage et tout l'entourage de Johnny. C'était un homme timide finalement, mais sur scène, qui devenait en effet quelqu'un de complètement différent, qui révélait tout, qui donnait tout à ce moment-là. Ouais, c'était génial de voir Johnny sur scène. Ouais. Moi, le Born Rocker Tour, je l'ai vu 3 fois. Et en fait, ce que dit très bien Didier dans son documentaire, qu'il faut absolument regarder, parce que c'est de très très loin le meilleur que j'ai vu sur Johnny, Johnny soignait énormément ses entrées.
Et c'était le premier à faire ça. Il arrivait dans un point qui s'ouvrait, où moi, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 20 ans à l'Olympia, il arrivait par le haut, et là, j'ai compris. En une nanoseconde, il avait le public avec lui. Mais c'est vrai que du coup, on peut se dire qu'à partir du moment où il n'est plus là pour assurer ce show et toute cette mise en scène qui est extraordinaire, qu'il incarnait parfaitement, on se demande ce qui va rester derrière. Alors Julie Coulon-Provisi est avec nous pour relayer, bonjour, un petit peu les interactions, enfin toutes les réactions des internautes sur le site du Figaro. Julie, est-ce que Johnny suscite un engouement encore Alors il y a quelque chose qui important ressort quand même beaucoup sur le chat, c'est que oui, les gens, Johnny manque beaucoup, mais en même temps, on en a marre d'entendre toutes ces histoires d'héritage, etc. Mais j'ai une première question du feed GG sur le chat du Figaro qui aimerait avoir votre avis et qui demande, va-t-il s'inscrire dans la postérité comme a pu le faire Jacques Brel, par exemple? C'est une très bonne question. On peut déjà répondre à ça c'est une question essentielle et je pense qu'on a quand même des amorces de réponse. Cette histoire judiciaire qui traîne entache probablement le destin et la postérité de Johnny parce qu'on le connaît, historiquement, tous les artistes qui ont eu des problèmes d'héritage, Johnny n'étant pas le premier, derrière, pour arriver à travailler un répertoire, c'est extrêmement compliqué et difficile. Donc c'est au moment de la disparition que se joue effectivement la vision que les ayants droit vont avoir sur un répertoire. Et là, la vision étant tellement fracturée, c'est extrêmement difficile d'imaginer une postérité majestueuse pour Johnny Hallyday. Après, c'était un interprète aussi. Donc, je dirais que c'est la grande limite. C'est la grande limite. C'est vrai que les classiques de la chanson française, que sont Barbara, Brel, Brassens, sont des gens qui ont écrit et composé, qui ont été maîtres, enfin composé pour Brel, pas toujours, mais qui ont été maîtres de leur répertoire. Leur répertoire incarne ce qu'ils étaient. Et on peut réécouter ça comme on relit un auteur classique. Finalement, Johnny, c'est beaucoup plus fragile. C'est pour ça que ce qu'il incarnait le mieux était, par essence, mortel et disparaissait. Et on doit aussi ajouter le fait qu'aujourd'hui, la société va beaucoup plus vite et que les gens se lassent beaucoup plus vite parce qu'ils sont beaucoup plus sollicités qu'à l'époque de Brel, quand Brel est mort en 1978. Il n'y avait pas autant de sollicitations et le public était beaucoup plus fidèle, plus attaché. Aujourd'hui, ça va très vite. 10 ans après sa mort, un artiste, si la flamme n'est pas entretenue, et ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'attention, et c'est aussi un des enjeux de ce procès, parce qu'on parlait d'argent, mais c'est aussi effectivement le droit moral. Qu'est-ce qu'on va faire des chansons? Est-ce qu'on va choisir d'illustrer des publicités pour des supermarchés ou alors le faire de manière soignée pour des films? Tout va dépendre de ça. Je pense que l'avenir est vraiment dans les mains des personnes qui vont avoir la charge de le représenter, de le faire vivre post-mortem. Justement, Léna, qui va s'en occuper si ce n'est pas David, comme espéré par la famille Hallyday? Qui va pouvoir s'occuper de ça? Pour l'instant, c'est uniquement Laetitia Hallyday. Elle a hérité de tout l'argent et de tout le droit moral. Et on sait comment elle peut envisager, par exemple, l'utilisation de ces images dont vous parliez, Olivier? On sait qu'elles sont un peu... On a déjà vu le clip, le fameux clip où elle se met elle-même en scène, même si c'est un sosie. Ça a beaucoup déplu aux fans. Les fans, ils veulent voir Johnny, ils ne veulent pas voir Laetitia. Après, ça va dépendre aussi, effectivement, puisqu'elle a quand même fait un travail artistiquement sur les derniers albums qui était assez digne. Donc tout ça est encore sous le sceau de la question. Mais il faut quand même le dire, c'est très très important ce qui est en train de se passer. Il y a quelques artistes comme Claude François, par exemple, ou Dalida, qui ont une vie post-mortem plus forte que de leur vivant. Parce qu'on oublie, parce que je vous dis, on réécrit l'histoire en permanence. Les artistes sont les premiers à réécrire leur histoire de leur vivant, mais alors une fois qu'ils sont morts... Les légendes se réécrivent en permanence. C'est fabuleux. Et un Orlando fait vivre sa sœur de manière plus forte du temps de la postérité que lorsqu'elle était elle-même en vie. Et pour Claude François, c'est un peu pareil. Et donc l'issue du procès est très importante pour la suite. C'est un enjeu phénoménal. Du personnage et de la légende de Johnny. Évidemment. Parce que certains artistes peuvent disparaître. Regardez Beko ou Nougaro, qui ont été d'immenses artistes de chansons. Là, on parle de gens qui ont eu un succès populaire important, qui ont fait avancer la chanson française. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? C'est compliqué, c'est très compliqué.
Julie, une autre remarque peut-être d'un internaute. Ah oui. Alors c'est Al qui aimerait savoir, d'ailleurs on entend peu parler David et Laura, mais on entend beaucoup Laetitia Hallyday, et donc il aimerait savoir comment gère-t-elle sa communication concrètement, quoi. Laetitia ? Oui. Ah bah Laetitia, elle a une armée de communicants autour d'elle. Donc vous avez ceux qui gèrent les journalistes d'investigation économique, judiciaire, et puis vous avez ceux qui gèrent la presse people. Voilà. Chacun sa spécialité. Alors, il y a une remarque aussi de Christine qu'on peut dire, Julie, vous ne l'avez pas encore relevée. Johnny me manque terriblement et j'espère que l'héritage sera français pour le bien de tous. Donc, il y a quand même encore ces fans qui ne lâchent pas et qui sont assez... Mais qui seront là jusqu'au bout. Oui, c'est ça, qui ne lâcheront pas. Dans le film que j'ai eu la chance d'écrire avec Nicolas Maupied, il y a cette phrase de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, mais surtout fan de Johnny Hallyday, qui dit, au fond, Johnny mourra avec nous. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des générations de fans qui auront été nourris, élevés au grain des chansons de Johnny, son personnage pourra rester et même se pérenniser. Mais à partir du moment où cet héritage dans les familles ne sera plus transmis, c'est ça aussi l'enjeu. Vous savez, Brassens, on est nourri au grain de l'univers de Brassens de père en fils, hein, et puis ça continue, et c'est ça qui fait que cet artiste immense aussi continue à exister aujourd'hui. Voilà, il va falloir continuer à chanter du Johnny dans les familles. C'est un enjeu. Julie, une dernière remarque. Alors une dernière remarque, beaucoup d'internautes font le parallèle entre les Gilets jaunes et les fans de Johnny Hallyday. Pensez-vous qu'il aurait soutenu ce mouvement ? Ce qui est extraordinaire, voilà. Moi, je trouve que ça ressemble à Johnny. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de Johnny, qu'on arrive à faire un lien avec les Gilets jaunes, alors ça, moi, c'est comme les présidents de la République qui se retrouvent tous à la Madeleine. Je trouve que c'est presque des incohérences, pardon, qui, en même temps, comme dirait l'autre, montre l'importance de ce personnage, Johnny Hallyday, parce qu'on ne devrait pas poser la question. Franchement, quel rapport entre les Gilets jaunes et Johnny Hallyday ? Il se trouve qu'on la pose. Il n'y aurait pas dû avoir 4 présidents, enfin 3 en exercice, mais si Chirac et Giscard avaient été en forme, je pense qu'ils auraient été là. C'est historique. Pour celui qui a été brocardé dans les Guignols avec sa figure totémique de Haqueux. Donc c'est quand même ça aussi, la force de Johnny. Vous vous rendez compte qu'on arrive dans ce moment qui est dramatique pour la France à faire un lien entre les Gilets jaunes et Johnny. Moi, je trouve ça fabuleux. Et en même temps un peu triste. Vous êtes d'accord avec cette... C'est quand même le seul chanteur qui a chanté à la fois à la fête de l'humanité et dans les meetings de Chirac du RPR. C'est vrai qu'il était totalement œcuménique. Sauf l'extrême droite. Il a toujours refusé l'extrême droite. Il est cette figure incontournable, effectivement. Chaque président a dû... C'est unique. Mais les gilets jaunes sont assez inclassables aussi. En l'occurrence, on ne va pas relancer le débat parce que j'ai bien compris que vous n'aimez pas cette comparaison, mais il a rassemblé très large. Certainement un regroupement dans une frange de son public. Son public était tellement important, était tellement large et métissé et divers. Et certainement, après, je pense que ces dernières années, il avait, sur les conseils de son entourage, il s'était abstenu de commenter la politique. Ouais. Ce qui lui allait plutôt bien d'ailleurs, parce qu'il n'avait jamais fait mystère de son amitié avec le président Sarkozy, mais il s'était abstenu. Et vraiment, il faut quand même rendre hommage aux personnes qui ont été en charge des dernières années de sa carrière, qui ont recentré sur la musique. Ce qui rend d'autant plus dommageable ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il avait quand même réussi à partir en remettant... sa passion musicale au cœur de l'affaire, avec un set acoustique au milieu des concerts où il reprenait des standards de Gene Vincent, d'Elvis Presley et d'autres du rockabilly. Voilà, c'était une mission... Johnny Cash, hein. Oui, on a tous d'ailleurs regretté, je pense, que ce soit Olivier ou moi, qui ne sommes pas des fans absolus de Johnny, mais en tout cas qui avons reconnu effectivement cette puissance artistique incontestable, de l'entendre vraiment dans un blues à l'os comme Johnny Cash, qu'il aimait beaucoup. Et là, je pense qu'on aurait peut-être eu le grand disque de Johnny. On n'en est pas loin dans ce dernier album, mais il y a encore un peu de travail. Et malheureusement, et comme le disait Olivier, il n'y a pas de chansons inédites, ou très peu. Je pense que ce sera compliqué de découvrir aussi un répertoire inédit à partir de dorénavant, comme disait l'autre.
Merci beaucoup à tous les trois, nos décrypteurs du jour, d'avoir partagé vos réflexions sur Johnny. Didier Varro, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur et auteur de ce documentaire Johnny Made in France. Olivier Nuc, merci Monsieur Musique au Figaro. Et Léna Luto, merci journaliste culture, grand reporter au service culture du Figaro. Et je rappelle votre ouvrage, Ils se sont tant aimés, qui est paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Julie et tous les internautes que vous représentez qui ont participé à cette émission. Merci à l'équipe de préparation, l'équipe de réalisation bien sûr. Tout de suite, vous retrouvez le talk avec Yves Tréhard qui reçoit Gilbert Collard, le député Rassemblement National du Gard. Merci beaucoup, à très vite sur Figaro Live.